Voilà, j'ai proposé cette petite présentation d'une demi-heure avant le film, à la fois pour l'introduire, parce que le remettre un peu dans son contexte, dans son contexte de Mourt, mais aussi parce que je vais vous parler de l'ensemble, de l'histoire du cinéma Woodmourt, ce qui se résume à 3 films. Je parle de films de longs métrages de fiction. Et ces 3 films sont très révélateur de certaines représentations qu'on a pu se faire des Woodmourt et de Woodmourcy à 3 époques très différentes de l'histoire de Woodmourcy, donc de ce dernier siècle. Euh, donc voilà des bonnes raisons de faire ce petit tour, ce panorama. Pour situer ces 3 époques en question, la première, c'est donc un film, le premier film qu'on peut qualifier d'Woodmourt de par son sujet, date des années 20, 1929, donc c'est l'époque de le début de ce territoire qui a été attribué, comme on l'a vu aujourd'hui, au peuple Woodmourt, avant la grande vague de répression dont on a entendu parler aussi. Donc cette époque soviétique, en particulier à l'époque de la NEP, de la nouvelle politique économique, et on va voir pourquoi. Ensuite, il faut attendre les années 90 avec cette période de grands changements, de transformation de la société, où on voit apparaître un film mythologique, alors avec non plus une représentation réaliste de la société, mais un film plutôt fantastique, imaginaire, donc qui va apporter d'autres représentations intéressantes des Zougmout. Et enfin, le troisième, celui qu'on va voir tout à l'heure. Donc je vous en dirai pas grand-chose, mais... Alors, et je vais donc parcourir les 3 films comme ça pour vous donner quelques informations. Donc le premier, dont le titre est ici en russe, puisque c'est une production russe, qu'on peut traduire en français Les Rivales. Et donc je présente ce premier âge comme l'âge des coopératives. Je vous présente ici la capture d'écran de l'intertitre de titre qui mentionne la société de production et qui dit que c'est une pub. C'est plus que le producteur, c'est vraiment le producteur qui a acheté une campagne de pub, c'est Centersoyuz, le syndicat, l'union centrale des coopératives de consommateurs. Et donc ça va être une pub pour les coopératives dans ce contexte de concurrence de la NEP, où les coopératives sont en concurrence avec des marchands privés. Donc c'est un film de publicité sous forme de long métrage, dont il nous reste à peu près 50 minutes parce qu'il semble qu'une partie est disparue. On va revenir là-dessus. Donc en quoi ce film est un film Woodmourt? Eh ben, de par le choix du sujet, puisque l'histoire va être complètement ancrée dès le premier intertitre, dans cette nouvelle donc, oblast autonome Vot, donc Woodmourt, le pays des Woodmourt. Le décor est planté en pays Woodmourt. Donc ces représentations sont intéressantes. Encore une fois, c'est pas documentaire, mais c'est le décor d'une œuvre de fiction. Les paysages, on en a vu pas mal aujourd'hui dans différents contextes, mais donc c'est quelque chose de très représentatif. Les paysages du bassin de la Kama. Et donc même si ce film est fait essentiellement par une équipe de production russe, mais c'est bien documenté, ils ont eu la volonté non pas de faire une œuvre ethnographique, mais presque, quoi, de représenter certaines petites caractéristiques, notamment des choses qu'on a vues aussi aujourd'hui dans les présentations sur la spiritualité chez les Udmours, donc des représentations d'une part des sacrifices, et d'autre part des cérémonies d'hommage aux divinités de la nature.
Donc voilà pour les paysages, les traditions, et puis ensuite on a des types de personnages. Donc on a le chasseur avec son apprenti, le chasseur qui a un nom Udmurt qui s'appelle Yadigar Izirov, et le personnage du sorcier. Donc il y a là-dessus, donc sur la Kama ou sur un affluent de la Kama, on voit passer les bateaux, notamment le bateau des marchands. Donc voilà un autre personnage, le marchand. C'est très caricatural, qui est évidemment le gros marchand avec un gros bide et puis qui est riche et méchant. Mais sa fille, sa très jolie fille, qui s'appelle Italmas, les filles du marchand. Donc les noms des personnages qui apparaissent dans les intertitres, évidemment, sont importants pour ancrer l'histoire dans la société Udmurt. Et tout ça avec une société Udmurt contemporaine, puisque c'est tourné avec des acteurs de Moscou, mais tous les figurants sont des gens des villages qui vivent leur vie quotidienne en quelque sorte. Et donc ce marchand qui est en concurrence avec ici le responsable de la coopérative du village, qui s'appelle Luber, le fameux prénom Udmurt, et sa fille, qui est voilà, aussi, jolie aussi, mais avec une esthétique très différente. C'est la fille du marchand de la coopérative et non pas du riche marchand privé. Un aperçu intéressant sur l'enseigne de sa boutique, son épicerie de village, qui est bilingue, donc Udmurt russe. Et évidemment, les rivales, donc les deux jeunes filles sont amoureuses du même chasseur, d'où le drame qui est au cœur de cette histoire. Qu'est-ce qu'on voit encore ici comme personnage? Oui, là, en haut à gauche, une enseigne qui est si je me souviens bien, dans l'épicerie, la coopérative. Je ne vois que de l'Udmurt, là, je ne suis même pas sûr que ce soit bilingue. Donc c'est vraiment quelque chose d'authentique dans un village Udmurt. Alors, quelques développements sur le personnage de la fille du marchand, qui essaie de conquérir le chasseur, qui la rejette puisqu'il préfère bien sûr l'autre. Mais alors elle fait semblant de se griffer le sein en disant que c'est un serpent qui l'a mordu, alors il est bien obligé de venir lui sucer le sein pour aspirer le venin. Enfin bon, il est dévoué, il ne peut pas l'abandonner là. Quelques scènes, donc je vous parlais de ces figurants Udmurt, les habitants du village, donc quelques scènes de vie quotidienne au village en 1929. Et puis alors ce village Udmurt, il est au bord de la Kama ou d'un affluent, donc on voit passer des bateaux à vapeur qui passent sans s'arrêter, mais qui relient les grandes villes. C'est le côté modernité un peu de l'époque qui est représenté dans le film, les bateaux à vapeur et le train. Le train, lui, oui, on voit passer à bord du bateau des citadins qui ne se doutent même pas de ce qui se passe là dans les forêts, au bord du fleuve. Et le train, lui, il relie le village à la capitale, Ijevsk, et donc il y a un personnage effectivement qui va aller à Ijevsk pour faire du commerce, pour ramener des marchandises. Donc dans le film, le village est situé par rapport à la capitale pour son rôle économique. Bon, je peux passer vite aussi, simplement des paysages d'orage dans une scène particulièrement dramatique. Et puis, bon, donc vous vous en doutez de la fin un peu, il va finir bien sûr avec la gentille fille de l'épicier de la coopérative, et puis tout est bien qui finit bien, avec cette fin obligée un peu qui tombe comme un cheveu sur la soupe, mais comme souvent dans les productions de l'époque, avec la coopérative qui refait sa déco, bon, c'est en noir et blanc, mais on imagine les couleurs. Et puis surtout, donc, si le village est positionné par rapport à la capitale Ijevsk, il est aussi positionné avec donc, le train qui les relie dans les deux sens.
Il est aussi relié à Moscou par la communication à sens unique de la radio, avec cette image en bas à gauche, c'est la radio, c'est la voix la tête du présentateur de la radio qui sort du haut-parleur, et avec la voix de Moscou qui s'adresse au village et qui donne les directives. Donc voilà un peu comment, rapidement, comment est représenté là le village Udmurt de l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est contemporain et que ça a été fait sur place, donc au service, sous forme de publicité, donc au service d'un client qui avait un message à faire passer, mais qu'on arrive à trouver là-dedans des caractéristiques intéressantes, paysages, traditions, et puis la réalité de la société, son aspect économique à l'époque. Je parlais du film qui dure 50 minutes aujourd'hui, qui était annoncé en 6 parties. Le découpage en partie aujourd'hui, enfin tel que j'ai vu le film, là, il apparaissait pas, alors je ne sais pas exactement comment étaient divisées ces parties. Il paraît que, ce serait à vérifier, il y a des chercheurs d'IGEVSK qui parlent de ça, que ce film, que l'une des 6 parties qui aurait disparu, alors d'abord le film avait complètement disparu à partir des années 30, il a été retrouvé dans les grands déménagements des années 90. Et c'est là qu'on aurait retrouvé 5 bobines, en gros, sur les 6. Et certains ont émis l'hypothèse que sur la 6e bobine manquante, il y aurait Kusebaigerd, qui serait apparu parmi les scènes de foule ou parmi les figurants Udmurt, et que quand Kusebaigerd a cessé d'exister officiellement, donc c'est-à-dire qu'il a été supprimé dans les années 30, on aurait supprimé aussi la bobine en question, et donc celle-là serait définitivement perdue. Ce serait à explorer, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Le film tel quel, il tient debout aujourd'hui, mais bon, il manque une partie quand même. Le deuxième film, là, on fait un bond dans le temps. Et on se retrouve dans les années 90, où, donc on en a parlé aujourd'hui, une certaine liberté d'expression qui réapparaît, et puis le besoin de réinventer la société Udmurt sur de nouvelles bases, de réinventer une histoire, puisque à l'époque soviétique on avait fait table rase de tout le passé. Donc là on va retourner sur ce passé qui avait été un peu occulté à l'époque soviétique, mais sous forme de fiction, donc sous forme d'un film mythologique, d'un film médiéval, c'est censé se passer au XIIe siècle. Alors, oui, le titre est en... J'ai mis le titre en Udmurt, là, en vert. Le titre russe en dessous, donc, et en français, L'ombre d'Alangassar. Se pose la question, on va en parler un peu, de la langue de ce film. Donc le sujet est Udmurt, on a bien compris. Après, est-ce que le film a été tourné en russe ou en Udmurt, et je vais entrer un peu dans ce détail qui est très intéressant. Toujours est-il que c'est un producteur en Udmurtie qui a eu l'idée de lancer ça. Donc, entre 90 et 94, donc c'était après entre la déclaration de souveraineté et la nouvelle organisation de la Russie, quoi. Donc c'était un peu dans cette période de flottement. Il a fait appel à un écrivain dont on a vu des photos tout à l'heure, Arsergi, pour écrire une histoire sur des sujets mythologiques. Et le tournage a vraisemblablement été fait en russe avec des acteurs de Moscou, de Novosibirsk pour le protagoniste, aussi des acteurs Udmurt. Il y en a notamment un qui s'est doublé lui-même, qu'on entend dans les deux versions, la version russe et la version Udmurt. Bon, je vais passer quelques images pour vous donner une idée du contenu. Déjà là, on voit des espèces d'inscriptions runiques qui sont assez... qui sont quelque chose de très hypothétique, mais qui s'inspirent des anciennes écritures commis ou d'anciennes écritures
d'Europe de l'Ouest. Enfin, on crée un mythe. Là aussi, on voit une espèce de barde à la Wainamoinen qui, avec son instrument, et puis qui va commencer à nous raconter l'histoire des anciens Udmurt. Donc des scènes de forêt, des scènes avec des chevaliers. Et puis apparaît le fils du cygne blanc, donc un personnage qui tombe du ciel, qui semble... Quelques images, là ça fait tout de suite penser à des films de science-fiction avec les aliens qui débarquent, avec les rayons lumineux comme ça. Et on a un peu cette impression-là, et c'est sûrement pas par hasard, c'est le personnage qui vient du ciel, alors qui vient du ciel pour découvrir comment vivent les êtres humains, et elle arrive chez les Udmurt, il va découvrir la civilisation par les Udmurt. Et donc, ce personnage on le voit apparaître ici dans les forêts, dans ces décors de forêt de bouleau, et donc il a quelque chose d'assez... avec sa tunique blanche, etc., le fils du dieu. Donc je trouve qu'il a quelque chose d'assez christique, ça fait un peu penser au Christ d'Edelfelt, qui est une représentation christique typiquement finno-ugrienne, avec cet environnement, la forêt, le fleuve ou les lacs. Donc on est en pleine mythologie ou romantisme national. Alors, un autre aspect des représentations de ce fameux personnage qui se retrouve dans les forêts Udmurt, et donc il a un côté homme des bois, quoi. C'est l'homme qui découvre la civilisation, qui saute de branche en branche et puis qui fait des acrobaties, etc. Donc, et dans ces représentations-là, esthétiquement aussi, enfin il y a franchement un côté Tarzan qui est... Donc là, c'est pas tiré du film, mais je pense qu'esthétiquement, la comparaison n'est pas particulièrement tirée par les cheveux. C'est un peu les Tarzans des années 80, quoi. Donc on est dans ce type de représentation. Il vient au secours des opprimés, bien sûr, et des innocents, etc. Un peu comme... voilà, comme Tarzan, hein, ou comme... là, dans cette photo-là, là je mets une autre photo qui n'a rien à voir pour comparer, mais tirée d'un péplum italien des années 60. Parce que déjà, de par l'esthétique, il y a des choses un peu communes, et puis surtout, la comparaison avec ces péplums des années 60, c'est que ces péplums italiens, ils étaient tournés avec... donc c'était des productions italiennes, avec des acteurs américains dans les premiers rôles, des acteurs italiens dans les seconds rôles, des acteurs français des fois. Là, il y a Gainsbourg aussi dans un film de la même époque, un film italien. Alors dans quelle langue c'était tourné? C'était toujours en gros selon certainement des scènes en anglais, des scènes en italien, et puis il y avait 2 post-synchronisations qui étaient faites, après en italien, en anglais. Aujourd'hui, on ne saurait pas très bien dire quelle est la version originale de ces péplums. Est-ce que c'est la version anglaise, la version italienne? Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec L'ombre d'Alain Gassard. Il y a une post-synchronisation russe, une post-synchronisation Udmurt. Je manque d'informations, j'ai posé des questions, mais peut-être que les gens dans la salle pourront m'aider, ou sinon j'aurai peut-être des réponses plus tard. Mais je pense que la version Udmurt a été faite à peu près à la même époque, pas beaucoup plus tard. Donc je vous parlais de cet acteur qui se double lui-même aussi. Donc ça ressemble vraiment à ce type de production. Voilà pour le côté péplum, quoi. On est quasiment dans le combat de gladiateurs. Alors il y a des scènes, ça se veut, représentation primitive, il y a quelque chose de très colonial aussi dans cette esthétique, c'est comme dans les péplums, comme dans Tarzan, où on montre un peu comment vivaient les sauvages au Moyen-Âge, etc. Mais bon, là, ça fait vraiment combat de gladiateurs avec le grand Hercule qui est gagné. Maintenant, pour revenir aux représentations proprement Udmurt, mais très fantaisistes, un aperçu des cérémonies qui sont représentées. Enfin bon, ça fait encore assez Tarzan aussi, les sauvages qui dansent autour du feu et tout. On n'a pas de traces historiques de ce genre de choses, et les ethnographes n'ont pas d'informations à donner dans ce sens. Mais on est en pleine fantaisie, quoi. Et puis il y a encore un gros délire, donc il y a un chaman
Sachant qu'historiquement, on n'a pas de preuves. On suppose qu'il y avait, il y a très longtemps, des chamans un peu partout sur le continent, mais on n'a pas de traces historiques, de témoignages de chamanisme dans cette partie en Europe, en fait. Mais donc voilà quelques représentations de chamans, de trans. Et puis, toujours dans ces cérémonies, dans ces représentations, donc version fantastique, des cérémonies dites païennes, enfin des cérémonies en hommage aux divinités de la terre, et en particulier ici, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, je crois que c'est la première fois qu'on voit une femme pour l'instant dans ce film, où il y avait essentiellement des hommes. On cherche un peu les femmes. Alors la première femme qui apparaît, c'est dans cette scène où elle sert un peu d'objet à cette cérémonie de copulation rituelle pour porter bonheur aux semences, quoi. Et avec un effet de montage à la Eisenstein où on voit ensuite immédiatement le champ labouré, c'est très clair. Alors voilà, il y a quand même quelques personnages féminins, mais il y a 2 actrices, il y a seulement 2 actrices, le reste c'est des hommes. Et encore, il y en a une qui joue plusieurs rôles et qui se transforme. Mais donc voilà, il va y avoir une histoire d'amour, puisqu'il y a la jolie jeune fille Udmurt, et oui, il y en a une qui nous fait un effet de cheveux très intéressant aussi, un peu comme lui tout à l'heure, qui ressemblait à Tarzan. Donc, c'est ce qui a fait dire à Eva d'ailleurs que c'était sacrément kitsch. À l'époque, oui, puisqu'Eva Toulouse, qui est parmi nous, avait été là-bas à ce moment-là, au moment de la première du film. Et donc on a des témoignages écrits et vivants de la réception de ce film à l'époque. Donc voilà, le côté kitsch, c'était un peu certains plans. C'est très beau, il y a de très belles images, mais avec une certaine esthétique des années 80. Et donc voilà, cette histoire d'amour, au début il lui tourne le dos, et puis bon, enfin... Mais l'histoire est très décousue, et il y a beaucoup de grands tableaux contemplatifs. C'est un film symboliste, un peu, il y a des images magnifiques, des ambiances. Beaucoup de symboles. Alors le symbole du feu, le feu qui est omniprésent, avec le personnage du forgeron qu'on retrouve dans les autres mythologies, et qui est essentiel. Et puis encore ces paysages, comme on l'avait vu dans Les Rivales, mais ces paysages de forêt, il est assez christique là aussi, le personnage, c'est lui, le personnage sur son rocher là, il est... et puis, un petit mot sur le tournage, entre donc, en 92, je crois, où donc, ça s'est fait en Udmurtie, mais le village médiéval a été construit de toutes pièces par des décorateurs dans la forêt. Et ce site existe toujours aujourd'hui, puisque c'était pas rentable de le démonter, enfin c'est resté en vrac dans la forêt. Et aujourd'hui encore, il y a pas mal de gens on trouve sur internet des informations sur comment aller sur le site du tournage de l'ombre d'Alain Gassard. Et cette maison là est toujours là. Ça montre que les gens aujourd'hui s'y intéressent encore. Ils ont apparemment un intérêt assez différent de l'époque. À l'époque, en tout cas, alors Eva disait que dans les villages, les gens ont dit mais on s'y reconnaît pas dans ces gens-là, c'est pas nous, c'est pas nos ancêtres, on ne veut pas que ce soit nos ancêtres. Mais bon, je pense que donc ils étaient en manque, ils cherchaient des représentations, surtout à cette époque-là, dans lesquelles ils puissent se reconnaître. Alors que là, la volonté des auteurs était de créer des mythes délibérément et de raconter des histoires. Alors qu'aujourd'hui, j'en reviens à la langue, la version russe est au fond des cartons, quelque part dans les archives à Ijevsk. Et le doublage Udmurt est largement diffusé par Internet. Et il intéresse des gens, ne serait-ce que, enfin surtout pour la langue, puisque finalement, les Udmurt qui ont envie de voir des choses Udmurt, ils préfèrent voir ce film en Udmurt qu'en russe. Et les Russes, ils préfèrent voir autre chose qu'un film Udmurt. Enfin, donc, c'est intéressant la situation
l'histoire de ce film et puis la façon dont sa perception par les Udmurt a changé déjà des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc je disais qu'il manquait une représentation dans laquelle les Udmurt peuvent se reconnaître, et ça a pris un peu de temps, mais vous avez déjà vu l'affiche tout à l'heure. C'est arrivé en 2011. Donc je ne vais pas vous dire beaucoup de choses, je ne vais pas vous montrer toutes les images du film là, mais simplement en introduction, donc, le titre est ici en Udmurt, et en Udmurt seul, j'ai pas mis le titre russe, où il existe une version, il existe un sous-titrage russe, je pense pas que ça a été doublé, mais un sous-titrage, mais au même titre que le sous-titrage estonien, français, ou voilà, comme version étrangère pour rendre le film accessible à d'autres personnes. C'est une production, la société de production studio Invis et polonaise, enfin polono-udmurt. Je vais en dire deux mots après. Oui, le titre. On m'a demandé pourquoi il faut deux mots en udmurt pour dire fraise, ou plutôt pourquoi il y a qu'un mot en français. En fait, j'aurais bien aimé l'appeler les fraises sauvages en français, mais c'était déjà pris, puis ça pouvait prêter à confusion. C'est plus ça, c'est plus des fraises sauvages. En fait, uzi, bori, c'est deux mots pour désigner des types, des variétés de fraises, et des fraises sauvages, des fraises des bois. Et le fait de prendre deux mots qui sont des variétés, ça se fait pour les plantes, pour les animaux, de prendre deux mots de variétés distinctes, mais d'une même chose, de même fraises, de mêmes animaux, et de les mettre ensemble avec un trait d'union, ça permet de créer un nouveau mot. C'est quelque chose qui se fait dans les langues permiennes, qui se fait en komi couramment, et en udmurt, si j'ai bien compris. Et on crée un mot un peu plus global qui recouvre le sens des deux ou plus. Donc c'est un peu tout ça, les fraises au sens premier, au sens végétal, sachant qu'il y a aussi donc un second sens, puisque la fraise, un peu comme en finnois, en fait, vous allez le voir dans le film, c'est la jeune fille à accueillir, quoi. Et la fraise sauvage, la jeune fille un peu farouche, alors est-ce qu'elle va se laisser cueillir par tout le monde, ou est-ce qu'elle va se laisser cueillir? Voilà un peu l'idée. Et j'appelais ça l'âge de la mondialisation parce qu'on rejoint ce qu'a dit Marie Kazen tout à l'heure sur la jeunesse udmurt d'aujourd'hui, puisque c'est particulièrement la jeunesse udmurt qu'on va voir. Et ce film illustre complètement la façon dont la culture udmurt, on l'a beaucoup vu avec Darren Lely, qu'on va revoir tout à l'heure pour le débat. Puis j'ai pas encore dit, c'est le film de Darren Lely. Donc voilà, Darren Lely et Piotr Palgan, qui n'a pas pu venir parce que, bon, je vais reparler de tous les deux tout à l'heure. On y revient. Simplement, quelques aperçus quand même, encore une fois, les paysages de la campagne, donc on avait vu ça dans les films précédents, c'est toujours un thème important. Des images magnifiques, donc de la nature, et en bas c'est pour vous montrer les parties plus cinématographiques un peu, ou les cadrages et les images qui peuvent être... vous allez apprécier ça. Le fait que le sauna est représenté, on n'avait pas vu de sauna dans les deux autres films, ne serait-ce que parce que peut-être que finalement les Russes se sont dit que ça n'avait rien de typiquement udmurt, alors qu'en fait, par le point de vue des finno-ougriens en général, le sauna est en général considéré comme quelque chose d'absolument typique, que les Russes les Russes leur ont pris la bonne idée. Donc le sauna apparaît ici, des scènes d'intérieur au village, et puis voilà, des nouvelles représentations du village d'aujourd'hui. Et puis le bus, alors cette fois c'est le bus qui fait le lien entre le village et la ville, et on va avoir des scènes de ville où on va voir la Ijevsk aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pris ça sur Contact aussi, les deux auteurs. Donc Darren Lely qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui a parlé de ses activités culturelles à Ijevsk tout à l'heure. Ce film, c'est vraiment la pleine illustration de ces activités. Et donc leur film est destiné à un public de jeunes udmurt, mais je pense que c'est pas fait pour vous, mais je pense que vous allez en profiter aussi. Et ce sera intéressant d'en discuter avec l'auteur. Donc Piotr Palgan n'a pas pu quitter, en fait il est vraiment occupé par le montage
si j'ai bien compris, ça, il est en plein montage de ce film, Puskar, dont Daria Lively nous a dit 2 mots tout à l'heure aussi, qui a été tourné au mois d'août. Photo du tournage au mois d'août, en intérieur, en extérieur, ça se passe à Ijevsk. Bon, elle nous en dira plus. Que dire d'autre? Simplement, oui, le titre, enfin, je ne peux pas vous en dire grand-chose, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec les fraises. Puskar, c'est le nid d'oiseau, c'est la maison de l'oiseau, le petit foyer de l'oiseau. Ça, c'est le sens dans la nature, le sens propre. Si j'ai bien compris, c'est aussi le sens du... Enfin, le mot peut aussi porter le sens du petit nid douillet de la famille, du foyer. C'est aussi l'être humain, c'est presque un oiseau comme les autres, enfin, c'est un animal comme les autres. Alors, on posera la question à Daria Lively, je suis peut-être en train de raconter n'importe quoi, mais peut-être que ce sens est présent, je ne sais pas. En tout cas, les 2 titres sont tirés un peu de la nature, et puis pour des analogies, je pense, avec la société humaine. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé comme aperçu sur... je pense pas que ce soit confidentiel, c'était public sur ce film encore mystérieux. On va lancer le film directement, et puis le mieux c'est qu'on discute ensuite avec Daria Lively tout à l'heure.